Je vais demander, s'il vous plaît, donc à Jean-François Rouleau de l'Université de Bourgogne de nous rejoindre, ainsi que Patrice Bréal d'Inorix, qui va nous expliquer ce que c'est, Xavier Paitard d'Airbus et Jean-Loup Blachier de la CPME. Et vous pouvez les applaudir pendant qu'ils arrivent. Merci. Merci à tous les quatre d'être là. Et donc, d'abord présenter Jean-François Rouleau, puisque Jean-François, donc vous êtes maître de conférence à l'Université de Bourgogne. Donc, l'appel de ces rencontres, c'était « venez avec votre boss ». Et bien là, c'est « venez avec votre prof ». Mais vous êtes également réserviste. Alors, racontez-nous tout ça. Avec le micro, voilà. Hop. Oui, je disais, effectivement, je vais parler devant vous avec une double casquette, en quelque sorte, et soyez assurés qu'il n'y a pas de conflit. Je n'ai pas de conflit de personnalité non plus de ce côté-là. Je vais parler donc effectivement au nom de l'Université de Bourgogne, puisque j'en suis le référent défense, et que le président d'université, M. Vincent Thomas, qui est lui aussi très soucieux de toutes ces questions de défense, n'a pu se libérer du fait de la crise sanitaire. Donc il vous présente, Madame la secrétaire, toutes ses excuses pour son absence, et donc je vais tenter de le remplacer, en sachant que par ailleurs, effectivement, je suis réserviste, donc je dirai peut-être quelques mots aussi en fin de ma courte présentation, parce qu'évidemment, il faut que les autres puissent également s'exprimer. Alors, l'Université de Bourgogne, rapidement, en quelques chiffres, c'est 30 000 étudiants, à peu près 3 000 agents, et environ 400 diplômes, pour vous donner un ordre de grandeur. On a signé, pour être précis, le 4 juin 2019, un partenariat avec la Garde nationale, partenariat avec lequel on s'est engagé à garantir, déjà pour les personnels, une durée de service de 30 jours, puisque vous le savez, dans la réglementation, dans la législation, depuis 1998, on est à 5 jours. Donc de ce côté-là, 30 jours, c'est une décision financière, mais l'université a souhaité faire ce geste. Il va de soi que ça a été évoqué aussi, mais on va dire le choc provoqué par 2015 est bien évidemment bien présent, et on pourrait quasiment le dire, la cause directe de ce partenariat. Alors, outre l'aspect, je dirais, classique de s'intéresser au personnel, on s'est aussi soucié, on va dire, du sort de nos étudiants, vous voyez, quand même, les étudiants, ça compte, d'autant que on est bien conscient que ce sont eux qui sont à la fois le présent et le futur du monde des réserves de la Garde nationale. Et que si le rendez-vous, j'imagine, mais là c'est un peu le réserviste que je suis qui se pose la question, si le rendez-vous se manque à l'université, une fois pris dans le monde professionnel, il n'est pas certain effectivement que les gens puissent faire la démarche d'aller vers la réserve. Je crois que ça a été évoqué par un des témoins qui regrettait, si j'ai bien compris, d'avoir rejoint la réserve un peu tardivement. Donc peut-être qu'au moment des études, il y a sans doute quelque chose à faire. Et pour cette raison, donc, on a souhaité, on va dire, prendre des dispositions. Voilà, on va dire ça comme ça, pour que les réservistes étudiants ne soient pas, on va dire, sanctionnés d'une certaine manière dans leurs études, de par leurs absences de service. Donc on aménage en quelque sorte les absences, et on organise aussi, dans la mesure du possible, mais je pense qu'on y arrive, également la tenue des examens. Donc vous voyez jusqu'où on va, puisqu'on adapte le régime des examens à nos étudiants. Donc ce qui veut dire que si jamais ils doivent faire du théâtre national et partir quelques semaines patrouiller dans nos rues, eh ben c'est quelque chose qui ne les dessert pas. Voilà, ça c'était vraiment voulu par la présidence de l'université.
Également, alors ça touche un petit peu plus aux enseignements et puis qui relève peut-être justement d'une sensibilisation aux questions de défense. On est en train de s'organiser. Alors, il y a deux éléments qui nous ont fait prendre, à vrai dire, un peu de retard. C'est qu'il y a à la fois eu des élections à l'université. Donc, quand il y a des élections, il y a toujours un petit flottement en termes d'organisation. Et surtout, la crise du Covid a un peu ralenti la mise en œuvre des mesures, mais on souhaite créer un enseignement on va dire interdisciplinaire, interdomaine, sur les relations internationales, précisément pour sensibiliser les jeunes cadres, on va dire, formés par notre université aux questions de défense, et par là même peut-être, pourquoi pas, susciter quelques vocations, mais ça, ce sont des engagements après qui restent quand même personnels. Bon, merci beaucoup Jean-François. Vous avez vu, hein, on a pas mal d'enseignants, c'est difficile de leur faire couper le micro parce qu'ils ont l'habitude de beaucoup parler, mais on a encore beaucoup à dire. Jean-François, merci. Vous parlez de contexte international, c'est le cas du groupe Airbus, donc, qui est représenté par Xavier. Donc groupe Airbus, tout le monde le connaît, leader européen de l'aéronautique, mais pas que. Et vous, votre engagement auprès de la Garde nationale, avant même qu'elle s'appelle Garde nationale, donc auprès de la réserve militaire, il est quand même relativement ancien et il fait figure d'exemple. Absolument. Alors le groupe Airbus est d'abord un gros employeur, puisqu'il y a plus de 130 000 personnes qui travaillent pour le groupe, une grande partie en France quand même, en tout cas une majorité. C'est un gros employeur qui compte en France plus de 250 réservistes et qui a donc signé une convention avec le ministère de la Défense à plusieurs reprises, mais depuis 2005, et gagné à 2 reprises le prix de la réserve. Alors, tous ces réservistes au sein d'Airbus, ils entretiennent un lien avec les forces armées, qui est très important pour le groupe, je reviendrai dessus. Ils nous permettent aussi d'améliorer la connaissance du monde de la défense au sein d'Airbus, et ils diffusent ce que j'appelle l'esprit de défense, ce qu'on appelle tous l'esprit de défense, et qui est très important au sein du groupe Airbus. Et je voudrais insister sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important qu'un employeur comme Airbus favorise, je dirais, l'emploi de réservistes et l'activité de réserve de ces réservistes? D'abord, parce que le groupe Airbus, c'est un champion de l'aéronautique et de l'espace, qui est devenu un champion européen. C'est un grand succès depuis 50 ans, qui est un vrai domaine d'excellence, mais qui est maintenant, pour nous tous, pour la France en particulier, un instrument de puissance. Et un instrument de puissance dont on a vraiment besoin dans le monde d'aujourd'hui, en particulier face à la Chine, face aux États-Unis, etc. Et cet instrument de puissance fait que c'est une entreprise de souveraineté. Une entreprise de souveraineté qui a beaucoup d'activités de défense. Le groupe Airbus est le premier fournisseur de la défense en France, le principal fournisseur des forces aériennes allemandes, britanniques, etc. Et donc il fait, vous le savez, des avions bien sûr, mais également des hélicoptères, des fusées Ariane, au travers de sa filiale Ariane Group, des satellites bien sûr. C'est le partenaire de confiance pour toutes les questions cyber, les systèmes de défense, les missiles à travers MBDA, et je suis sûr que j'en oublie, mais donc toute la gamme, si vous voulez, des capacités de défense qui sont donc essentielles pour nos forces armées. Alors, quand on est un industriel de défense, et je pense pouvoir parler en l'occurrence pour les industriels de défense, on se voit comme un partenaire essentiel de la défense. Je suis convaincu, personnellement, que si la France est ce qu'elle est, c'est qu'elle a une pensée stratégique, une posture stratégique, qu'elle a des forces armées qui sont capables de faire les opérations auxquelles que vous connaissez, Barkhane ou Serval. Je devrais citer aussi les opérations navales, puisque je suis marin, ancien marin, pardon. Donc,
la France a une posture, une pensée stratégique, elle a des forces armées qui sont capables, et elle a des industriels qui sont capables de lui fournir des systèmes d'armes, des armes en toute autonomie, et au premier rang de la technologie. Et je pense que c'est à ces trois conditions-là que la France reste en première division. Alors, pour être un partenaire de la défense, il faut effectivement entretenir au sein de ces industriels de défense un esprit de défense. Et ce n'est pas une gageure depuis que la plupart de nos jeunes ne font plus de service militaire, n'ont plus finalement l'occasion d'être confrontés au monde de la défense. Et c'est donc un défi permanent de l'employeur Airbus d'améliorer la connaissance de la défense chez ses employés, de diffuser un esprit de défense. Et c'est à ce titre donc qu'on apprécie particulièrement d'avoir des réservistes qui, naturellement, par leur passion, par leur engagement, diffusent cet esprit de défense. Alors il y a une deuxième raison pour laquelle l'employeur Airbus apprécie vraiment les réservistes, c'est qu'ils ont des qualités de par leur engagement, mais également de par les formations, les compétences qu'ils ont développées dans la réserve, des qualités qui sont transposables complètement au groupe Airbus et qui sont extrêmement appréciées. Et depuis donc toutes ces nombreuses années où nous avons des réservistes, où nous encourageons les réservistes à faire leurs activités de réserve, il n'y a plus aucune prévention de la part de leurs supérieurs hiérarchiques à les lâcher, au contraire, parce qu'ils en reviennent bonifiés. Être réserviste, c'est indéniablement un plus. Voilà. Donc moi, de mon point de vue d'employeur, les réservistes, c'est le sel de la terre. Merci Xavier. Et écoutez, vous avez fait la transition pour justement parler de Patrice, qui est donc président de la société PME, je peux dire, Inorix. Vous allez nous expliquer donc quelle est votre activité. Et vous, justement, vous nous disiez que ça faisait sens d'avoir des réservistes comme collaborateurs, parce qu'il y avait justement des liens communs, des intérêts communs avec vos activités. Alors oui, complètement. J'ai créé une société spécialisée dans le métier de la sécurité privée en 2018. Une société qui aujourd'hui intervient sur une petite dizaine d'agglomérations françaises, qui représente à peu près 350 collaborateurs. C'est une progression qui est assez rapide, mais qui correspond assez bien également au monde de la sécurité privée. Dans le terme sécurité privée, vous avez un mot qui s'appelle la sécurité. Et la sécurité en sens large. Aujourd'hui, nous, notre mission première, c'est d'assurer la sécurité des concitoyens français pour les clients, que ce soit le secteur de la défense, le secteur de la distribution spécialisée ou de l'industrie, et de mettre à disposition des hommes et des femmes qui sont en capacité de pouvoir sécuriser ces établissements. Bien évidemment, on a toujours un petit peu un déficit de qualité, et je rejoins là mon collègue ici présent sur la nécessité effectivement de découvrir des talents, de découvrir des personnes qui, aujourd'hui, dans un monde où les choses évoluent très rapidement, de plus en plus vite en tous les cas, où on est souvent, on manque de valeur, et l'actualité récente nous montre à quel point effectivement la nation est bafouée par des personnes qui n'ont pas le même intérêt que nous. Il est nécessaire aujourd'hui de pouvoir trouver des collaborateurs qui ont la capacité de s'engager dans un objectif, et la sécurité des concitoyens français peut être un objectif pour notamment des réservistes. C'est la raison pour laquelle, dès la création de mon entreprise, je me suis bien évidemment intéressé à ces sujets-là, parce que c'est pour nous un excellent moyen de pouvoir recruter les bonnes personnes. J'interviens également avec mes amis du MEDEF sur un groupe de travail sur la reconversion des militaires, et notamment les militaires blessés, qui nous permet justement de pouvoir créer une véritable passerelle dans nos entreprises.
Et j'ai signé également une convention dernièrement justement pour faciliter l'intégration et le recrutement de jeunes réservistes. Au-delà de tout ça, parce qu'effectivement, les métiers de la sécurité privée ne sont pas forcément des métiers sur lesquels on peut attirer des talents. Ce qu'il y a de sûr et certain, c'est que c'est avant tout des rencontres entre des hommes et des femmes. L'entrepreneur que je suis, parce que du coup, il y a une vraie volonté de pouvoir partager, de pouvoir s'engager. Et c'était un petit peu le thème de cette table ronde, c'est comment est-ce qu'effectivement un engagement individuel peut contribuer au collectif. Moi, c'est ce que je trouve plutôt intéressant dans l'intégration de ces réservistes, c'est la capacité effectivement de pouvoir intégrer, partager, exprimer au sein de l'entreprise et de l'ensemble des collaborateurs des expériences qui sont effectivement très riches pour l'entreprise. Moi, j'ai toujours tendance à dire que l'inventeur du management, c'est effectivement l'armée. Et effectivement, aujourd'hui, le fait que cette notion d'engagement, qui est une des valeurs de l'entreprise, on a 5 valeurs dans l'entreprise qui sont l'excellence opérationnelle, l'engagement, l'agilité, la proximité et l'innovation. L'engagement est pour nous effectivement quelque chose de primordial. Un collaborateur qui est engagé aura la capacité effectivement de bien représenter l'entreprise et d'être là au bon moment. Merci Patrice. Et vous avez parlé donc du MEDEF, et je vais élargir à l'ensemble des organisations patronales, puisque nous avons Jean-Loup Blachier de la CPME. Ces organisations-là, donc telles que la CPME, elles ont un vrai rôle de diffusion de l'information, et notamment sur le cadre des conventions de soutien à la réserve et à la garde nationale. Vous, la CPME, si je ne me trompe pas, vous avez signé cette convention afin d'inciter aussi vos membres, donc pour la plupart des PME, à s'intéresser à cette convention et pourquoi pas aussi à emboîter le pas et en signer également de leur côté. Oui, tout à fait. Bonjour à tous d'abord et merci Général de m'avoir invité. C'est toujours extrêmement important pour nous à la CPME d'avoir la possibilité de s'exprimer devant autant de personnes, et évidemment c'est toujours un moment privilégié. Je voulais aussi remercier le Général Kim qui est parti, parce que il se trouve que moi je suis réserviste en effet dans la gendarmerie, et d'ailleurs il y a un espèce de parallèle entre la gendarmerie et la CPME, parce que la CPME est présente dans tous les départements français, même d'ailleurs outre-mer, puisqu'on est présent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, même à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc on est vraiment présent partout, contrairement à d'autres organisations qui sont peut-être moins présentes sur les territoires, mais plus avec les grandes entreprises. Alors en effet, pourquoi on a signé cette convention ? Parce qu'en effet, c'était extrêmement important que nous puissions montrer tout l'attachement qu'ont les entreprises, petites, moyennes ou grandes. La CPME, on a aussi des très grandes entreprises. J'ai signé il n'y a pas très longtemps l'adhésion d'un groupe important qui s'appelle Atalian, il y a plus de 200 000 personnes, donc c'est quand même, il n'y a pas que les petites entreprises, mais c'est vrai qu'il y a plus de petites entreprises en France que de grandes entreprises, à peu près 98% des entreprises qui sont des petites et moyennes entreprises. Donc c'était important pour nous de signer avec vous, parce que, et j'espère qu'on continuera d'ailleurs à faire, Général, et vraiment je suis à votre disposition pour qu'on puisse le faire dans tous les départements français. Parce que, vous savez, tout à l'heure, mon collègue qui est à mes côtés a parlé d'engagement. Moi, je crois que l'engagement d'un chef d'entreprise est quelque chose de absolument primordial. Vous savez, un chef d'entreprise patrimonial, parce que la CPME, on s'adresse aux entreprises patrimoniales, qu'elles soient grosses ou qu'elles soient petites, contrairement à d'autres où c'est plutôt des entreprises de gestion. Et les entreprises patrimoniales, ce sont les entrepreneurs qui se sont engagés, qui ont mis en avant leurs risques. Et ça, c'était un point important. Donc, les gens qui savent mettre en avant leurs risques, ils savent aussi être attentifs lorsqu'il va y avoir quelque chose, et lorsqu'ils vont dire qu'ils vont s'engager pour quelque chose. C'est vrai, ça a été dit tout à l'heure précédemment. Je crois que et c'est extrêmement important, cette possibilité qu'on a, nous, en tant que réservistes citoyens, d'être aux côtés de l'armée. Mais de l'armée avec un grand tas, avec toutes les armes qui sont là. Je crois que c'est extrêmement important. C'est formateur, d'abord, pour nos collaborateurs. C'est formateur pour les chefs d'entreprise. Et je crois qu'on a tous des gains à y tirer. Et c'est la raison pour laquelle, justement, on avait vraiment décidé, il y a un peu plus d'un an d'ailleurs, à signer cette convention. Et puis, par la suite, ce que j'ai souhaité,
c'est qu'on puisse également les signer dans les départements. Alors on l'a fait dans PACA, on l'a fait dans le reste de la France, mais bien d'autres endroits, et on va continuer si vous le souhaitez. Je pourrais même venir avec vous, Général, si vous le souhaitez, parce qu'on pourra peut-être voir les choses, et je crois que c'est important de montrer l'attachement de la CPME nationale pour justement cette convention qu'on a signée avec vous. Merci Jean-Loup. Général ? Je veux juste dire que nous aussi, on a absolument besoin maintenant d'aller à la rencontre encore plus près sur le terrain et qu'effectivement, je ne vais pas encore dévoiler toutes les actions qu'on va mener parce que il faut quand même que j'en parle au ministère, mais on a vraiment besoin d'aller vers nos partenaires de manière régionale, de manière physique, parce que c'est l'exemplarité qui fait loi et c'est l'exemplarité qui diffuse. Mais quand je parle de l'exemplarité, c'est l'exemplarité des citoyens qui s'engagent dans la réserve et qu'à ce titre-là, nous devons, de les faire valoir. Voilà. Et donc pour faire le lien avec le recrutement, parce que forcément, vous, en tant que chef d'entreprise et du côté universitaire, vous formez des talents, vous formez des jeunes professionnels en devenir, et puis vous, ensuite, derrière, vous les employez, et dans des secteurs très concurrentiels, comme c'est notamment le cas dans l'aéronautique et l'espace, j'imagine, Xavier, que Airbus doit voir d'un très bon œil le fait qu'une université telle que l'Université de Bourgogne, déjà, traite le sujet en amont en favorisant l'engagement des étudiants réservistes, puisque ces étudiants réservistes, potentiellement, ça peut être des talents que vous pourriez embaucher. Oui, tout à fait. Et j'ajoute que pour l'industrie, c'est un défi aujourd'hui de trouver tous les talents dont on a besoin pour rester au premier rang de la technologie et au premier rang, finalement, de la performance de nos différents systèmes, que ce soit pour les systèmes civils ou pour les systèmes militaires. Et bien entendu, tout ce qui peut se faire en amont ou tout ce qui peut se faire en complément, en particulier par les formations de nos réservistes, sont extrêmement utiles. Et Jean-François, si vous pouvez juste passer une lingette sur le micro. Vous me disiez juste avant la table ronde que vos étudiants, vous sentiez qu'ils avaient soif d'engagement. Ils avaient les yeux qui brillaient, ils avaient envie de s'engager, ils avaient envie de se rendre utile. Et que quelque part, le fait de dire que regardez, l'université vous soutient, moi en tant que prof, je vous soutiens et regardez, je suis moi-même engagé comme réserviste, mais ça avait valeur aussi d'exemple et de rôle modèle. Je pense d'abord que, effectivement, mais c'est avant tout, je dirais, un trait de caractère de la jeunesse que de vouloir montrer qu'elle sait faire quelque chose, qu'on peut compter sur elle et que elle veut être à la hauteur. Pour ma part, c'est ce que j'observe chez les étudiants. Et donc, il est vrai aussi que à côté de ce trait, il y a... Alors, moi, je suis un juriste, droit international public, et je le vois dans mes cours, quand j'aborde les questions de droit international public, l'humanitaire vient quasiment en tête des préoccupations. Comment devient-on humanitaire ? Et après, qu'est-ce qu'on peut faire comme métier ? C'est vraiment ce qui suit, en relation, c'est le cas de le dire, avec les relations internationales. Et quand on aborde les questions de défense et qu'ils se rendent compte qu'effectivement, dans ce domaine-là, il y a un accès direct, on va dire, aux relations internationales, souvent c'est une découverte. Souvent c'est une découverte parce qu'ils ont plus à l'image l'humanitaire que le militaire. Mais par contre, après, ils sont bien conscients que statistiquement, il y a plus de gens, finalement, qui rejoignent, je parle chez les étudiants universitaires, qui vont finalement travailler avec les armées ou, au sens large, le monde économique autour de la défense, que véritablement l'humanitaire. Parce que l'humanitaire, c'est un peu ce que je leur dis sur le ton de l'humour. Je dis, vous savez, ils ont des bénévoles, donc ils ne vont pas vous payer. Merci Jean-François. Et donc vous, Patrice, chez Inorix, vous recrutez des jeunes talents. Et d'ailleurs, on avait dit que donc, un des appels de cette journée, c'était « Venez avec votre boss ». Ben, vous, c'est un de vos collaborateurs réservistes. Je veux bien qu'il allume son micro. Voilà. Oui, bonjour à tous.
Donc c'est lui qui vous a ramené en fait, hein. C'est lui qui vous a ramené sur cette table ronde. Je crois que c'est moi qui ai conduit mais c'est lui qui m'a effectivement motivé pour venir. Donc c'est ça, donc en fait... Non mais c'est ça, c'est qu'on se rend compte que ce soit l'initiative du chef d'entreprise, donc comme c'est votre cas, ou alors du réserviste qui en parle à son employeur, que ce soit CRH ou son patron, de dire ça serait bien que cet engagement soit commun, ça fait sens avec vos activités et notamment vous me parliez des appels d'offres en matière de sécurité privée. C'était quelque chose que vous valorisiez. Je pense que c'est effectivement quelque chose qui me paraît aujourd'hui essentiel que quand notamment on appréhende un certain nombre de marchés. Alors, moi qui ensuite, en plus, ne suis pas du tout issu du monde militaire, même si j'avais l'âge de faire partie de cette génération qui pouvait être appelée, j'ai pas fait mon service militaire. Alors, est-ce que c'est la raison pour laquelle j'ai décidé, en tant qu'entrepreneur, de véritablement investir dans le cadre de la réserve? Certainement un petit peu. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est aussi une question de rencontre. Arthur, je le connais depuis maintenant un certain temps. C'est un garçon qui a toutes les valeurs pour assurer la protection, être proche des gens et de faire en sorte effectivement que les choses se passent bien. Forcément, à un moment ou à un autre, ça rejaillit bien évidemment dans le cadre de son parcours d'intégration dans l'entreprise, puisque c'est un manager en devenir et déjà avec des valeurs très fortes qui sont issues de son parcours et de son engagement militaire depuis maintenant un certain nombre d'années. Et bien évidemment, c'est de manière très logique qu'effectivement il y a cette continuité, puisque quand j'ai recruté Arthur, il n'était pas encore véritablement décidé de s'inscrire dans la réserve. Ce n'est qu'il y a de ça quelques mois où on s'est posé la question en se disant bon, est-ce que tu restes chez Inorix et est-ce qu'on continue à investir ou est-ce que tu décides de repartir dans la grande famille de l'armée et le choix qui s'est imposé à nous deux, c'était de dire je reste chez Inorix et je vais dans la réserve. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il y a de vraies possibilités dans le monde privé et également dans l'armée de pouvoir consacrer du temps aux deux passions, parce qu'au final, j'espère que Inorix deviendra la nouvelle passion d'Arthur. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il avait véritablement envie de faire en parallèle ces deux expériences. Arthur, si peut-être vous voulez confirmer, comme ça on a les deux versions en une. Comment vous vivez ce double engagement au sein d'Inorix et puis au sein de... Déjà, ce que je souhaiterais faire, c'est remercier Patrice parce qu'il a vraiment réussi à corréler ma vie professionnelle et la réserve. Juste pour me présenter, moi je suis du coup instructeur dans les préparations militaires marines sur le Bordeaux. Donc j'apprends aux jeunes stagiaires la vie et la culture de la marine nationale. Et les valeurs que j'ai apprises dans l'AFMIR, dans la réserve, sont tout à fait en corrélation avec ce que je fais actuellement, que ce soit en termes de management ou en termes de gestion de personnel. Et Patrice m'a facilité le travail quand il m'a dit écoute, si tu veux rester chez nous, moi c'est les bras grands ouverts. Et si tu veux en plus de ça aller continuer dans l'armée, moi je suis tout oui. Et au contraire, on pourra amener des projets là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc pour moi, j'ai eu aucun souci et ça a été même plus que facilité pour mon trajet. Voilà. Merci Arthur. On peut également l'applaudir. Et Jean-Loup, pour compléter, on vous a présenté avec votre casquette CPME, mais vous aussi, vous êtes un homme aux engagements multiples et vous êtes avant tout chef d'entreprise. Et des témoignages comme celui d'Arthur pour Inorix, je sais que vous en avez également de jeunes collaborateurs, mais pas forcément uniquement des jeunes, des collaborateurs qui ont cette soif d'engagement comme nous l'évoquions avec Jean-François dans le cadre de l'université. Comment vous arrivez à harmoniser tout ça, à orchestrer tout ça, peut-être à l'orienter, à faire en sorte que ces désirs d'engagement, cette quête de sens de la part de vos collaborateurs puissent atterrir vers la garde nationale, mais aussi peut-être d'autres types d'engagements associatifs, etc. Il y a un point qui me semble absolument majeur, c'est la formation. Vous avez ici un responsable d'université, on sait très bien que c'est
sans la formation, sans une bonne formation de nos collaborateurs, on ne peut rien faire. Et donc, moi j'ai monté mon groupe il y a déjà malheureusement bien longtemps, ça fait une trentaine d'années, et c'est dans un domaine complètement différent du vôtre, mais puisque c'est dans la plasturgie. Et donc, j'ai des usines, plusieurs usines qui sont réparties un peu à travers la France. Et donc, je sais qu'il est extrêmement important, notamment parce que moi-même, dirigeant la holding, je suis en Seine-Saint-Denis, et donc je ne peux pas être toujours sur le terrain tout le temps. Donc, il faut avoir des personnes dans lesquelles on a une confiance absolue. Et je crois que le fait d'avoir cette formation de garde nationale donne quand même un élément extrêmement fort de ce côté-là. Alors, pour revenir un petit peu à la CPME, on fait partie aussi d'un organisme avec l'armée qui s'appelle l'armée jeunesse. Et alors je suis le tutélaire sur cet élément-là. Et vraiment, on réfléchit à la façon dont justement on peut aider au développement des entreprises avec justement les jeunes. Parce qu'on sait très bien une chose, c'est que de toute façon, à un moment, il faudra bien qu'on passe le manche, et qu'il faudra le passer à des gens qui seront valables, qui seront bien formés, qu'on aura, puis qui continueront finalement nos idées. Hein. Et donc, c'est extrêmement important de penser au futur. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, la formation, c'est majeur. Et moi, je trouve que c'est très bien ce que vous avez fait, monsieur. Parce que, et bien sûr, en même temps, moi, je suis très heureux parce qu'il avait parlé du MEDEF, mais il est aussi CPME. Donc, finalement, comme ça, on est un petit peu les deux. Hein. C'est vrai, d'ailleurs, on peut être les deux. Hein. Donc, c'est très bien. Et les personnes du MEDEF font des très belles choses également. Donc, moi, je trouve que c'est, en effet, superbe ce que vous avez fait avec un partenariat aussi important que ça, bien aussi, vous allez peut-être penser aussi au futur. Parce que c'est en prenant les jeunes, on pense au futur. Hein. Et donc, ça, c'est l'élément qui, pour nous, est extrêmement important, à la CPME en tout cas. C'est quelque chose qui est sur le long terme. Donc là, on est encore un peu jeune. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a véritablement un échange enrichissement, je veux dire, des réservistes par rapport à l'employeur civil, dans, je dirais, les 3 catégories de personnel qu'on a. À savoir que les chercheurs, ça leur permet d'aller, je dirais, se confronter, n'oubliez pas qu'un chercheur, c'est un théoricien, et il faut qu'il aille se confronter au réel. Parce que du réel, de la confrontation au réel, crée une réflexion qui va modifier ensuite la théorie. Bon, ce sont pas les cycles militaires, mais pas loin finalement. C'est du rétex et de l'apprentissage. Et en ce qui concerne le personnel administratif, il y a un enrichissement également, parce que je dirais qu'il y a une rigueur qui est tout à fait intéressante dans le monde du travail en général, tout simplement. Et quant aux étudiants, outre cette rigueur aussi qui leur apprend à travailler, on va dire, dans des cadres peut-être un petit peu plus stricts que de simplement suivre des études à l'université, ça leur permet aussi, justement, un peu comme les chercheurs, d'être confrontés, on va dire, à cette phase de réalité à la fois d'un monde du travail, parce que la réserve, c'est un monde du travail aussi, ce qu'ils ne connaissent pas, et aussi par rapport à on va dire à leurs études, faire un lien avec les réalités, c'est toujours très bon. Voilà. Merci Jean-François. Et une double question pour terminer avec donc Patrice et Jean-Loup. Est-ce qu'on pourrait imaginer finalement que, en tant qu'employeur, vous disiez: vous êtes réserviste, vous êtes peut-être étudiant réserviste, vous vous intéressez au monde de la sécurité, donc dans le cas d'Inorix, vous aimeriez en faire un métier, votre métier, mais comme un petit peu dans le cas d'Arthur, ce n'est pas un engagement dans l'actif, vous aimeriez garder une forme d'engagement hybride, venez nous voir parce que vous nous intéressez. À mon sens, c'est ce qui manque dans l'entreprise. Les fonctions stratégiques de l'entreprise, c'est les fonctions administratives financières, c'est les fonctions RH, c'est les fonctions marketing, communication, et les fonctions sécurité sont souvent les grandes absentes de nos entreprises. Et souvent, les personnes qui occupent ces fonctions, alors quand effectivement on est plutôt sur des profils d'anciens militaires, anciens policiers, on a effectivement une structuration mentale qui permet justement de protéger efficacement l'entreprise. D'autres fois, c'est un petit peu plus aléatoire. Ce qu'il y a de sûr et certain, c'est que l'avantage d'intégrer un réserviste dans une entreprise, et notamment sur des fonctions de sécurité,
pour le compte de l'entreprise, permet véritablement de bénéficier à l'entreprise d'une formation, d'une compétence, d'un savoir-faire, mais également d'un savoir-être qui lui permet d'être beaucoup plus protégé face à une menace extérieure. Et aujourd'hui, des menaces, il y en a bien évidemment, elles sont diverses et variées. C'est aussi une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, on a signé une convention avec un club de directeurs sécurité que Étienne connaît bien, qui est intervenu tout à l'heure, qui s'appelle le club Agora des directeurs sécurité, avec le service central des renseignements territoriaux, qui permet justement de véritablement faciliter les contacts nationaux, mais également les contacts régionaux, de manière à véritablement travailler ensemble sur des problématiques de sécurité au sein du monde de la sécurité privée. On est très attaché à ce qu'on appelle le continuum de sécurité et la capacité effectivement de pouvoir travailler tous ensemble dans l'intérêt national. Et je pense qu'effectivement, toutes ces actions auront pour objet véritablement de mieux organiser les entreprises pour qu'elles puissent répondre de manière beaucoup plus efficace à la menace. Merci Patrice. Bon, Jean-Loup, le mot de la fin. Finalement, on se rend compte que quand on est employeur, quand on est une entreprise qui s'engage en faveur donc, de la garde nationale pour soutenir donc, les réservistes engagés, mais en fait on met le doigt et puis ensuite on a le bras qui est attiré, on a l'ensemble qui est attiré parce que on se décrète pas entreprise engagée, on le devient à travers tous ces actes type convention, mais pas uniquement. Et moi je voudrais surtout dire que l'entreprise qui s'engage est gagnante. C'est une opération gagnant-gagnant en fait. C'est gagnant pour... C'était très bien dit par vous, monsieur d'Airbus. Je crois que de toute façon, on est, nous, chefs d'entreprise, quand on signe une convention avec la garde nationale, on sait qu'on va s'engager, mais qu'on va avoir derrière avec nous des gens aussi qui vont s'engager, qui vont faire des choses avec nous. Donc forcément, on est gagnant. Et donc c'est cet élément-là qu'il faut bien faire passer comme message. C'est vrai que quand on est chef d'entreprise, surtout une PME éventuellement petite, on peut se dire mais peut-être que ça va peut-être me prendre un petit peu de temps, des choses comme ça. Mais nous, on leur explique à ces PME que finalement, ils seront gagnants au final. Et donc à partir de ce moment-là, il ne faut pas hésiter à y aller. Et c'est la raison pour laquelle, en effet, différentes conventions ont pu être signées en province, parce que justement, tout le monde a eu bien conscience qu'être plus proche. Alors, je vais vous dire juste une chose sur l'élément dont je suis, puisque je suis dans la gendarmerie. La gendarmerie, elle est présente partout. Vous savez, pour les chefs d'entreprise qui sont... une petite entreprise qui peut être dans un village de Bretagne, il sait que c'est extrêmement important d'être bien avec la gendarmerie qui est à côté, parce que s'il a un problème, où est-ce qu'il va aller ? Il va aller évidemment à la gendarmerie. Donc s'il a quelqu'un qui fait partie de ce corps-là, évidemment, c'est un plus. Et donc moi, je pense que au moins de ce côté-là, les chefs d'entreprise le comprennent. Alors, bien sûr, m'excusez d'avoir parlé de la gendarmerie, puisqu'elle est chère à mon cœur, mais je pense que, clairement, il faut faire comprendre ça. Il se trouve que à la CPME aussi, j'ai un de mes collègues qui est également colonel, mais lui dans l'armée. Et d'ailleurs, c'est le représentant à la garde nationale, il s'appelle Philippe Guillaume, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, Philippe et moi, on me disait, mais finalement, dans l'armée, c'est pareil. C'est extrêmement important d'avoir cette proximité avec des mondes qui sont en même temps pas les nôtres. Donc, comme ils ne sont pas les nôtres, c'est extrêmement intéressant de les connaître. Comme l'armée, c'est extrêmement intéressant pour vous de connaître le monde de l'entreprise. Et si on a la proximité, eh bien, en effet, on est évidemment gagnant du temps que l'on peut passer ensemble. Et en tout cas, j'encouragerai toujours les chefs d'entreprise à aller dans ce sens. Merci beaucoup Jean-Loup. Et vous parlez de la gendarmerie, donc qui est chère à votre cœur, mais finalement ce maillage territorial, il est offert par l'ensemble des composantes de la garde nationale. Bien sûr, la gendarmerie, il y a une part importante, mais l'ensemble de la garde nationale est présente sur le territoire. Et donc vos mots sont évidemment valables pour la garde nationale. Merci à tous les quatre, vous pouvez les applaudir. Nous approchons de la fin de notre événement. Alors la fin des rencontres de la garde nationale, on va dire des rencontres d'aujourd'hui, mais les journées nationales du réserviste durent encore pendant un mois.
Donc on espère qu'il y aura encore beaucoup de rencontres, en présentiel si les conditions sanitaires le permettent, ou sinon en distanciel. On était ravis de vous avoir pour ces rencontres.